Allô? Allô, Jacqueline? Oui, rebonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va, j'ai beaucoup de monde chez moi aujourd'hui. Alors cette opération de la cataracte, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé cette fois-ci. J'aime bien parler et puis j'aime beaucoup écouter et j'aime bien plaisanter. C'est des conversations complètement diverses. On parle de culture, on parle du temps, on parle du repas de midi. Le 28, j'y retourne. Et là, on va me prescrire les lunettes qu'il me faut. Voilà. Et ça ira mieux quand j'aurai les lunettes. Oui, mais c'est déjà pas mal. Le but du jeu, déjà au départ, c'est de savoir s'ils vont bien. Certains sont vraiment tout seuls. C'est vraiment agréable, quoi. On se sent utile. On n'est pas seul comme ça. Et on vieillit mieux. Parce que les personnes qui se renferment, qui restent toujours seules, ils vieillissent très très mal. Souvent, nous arrivons chez des personnes un peu fatiguées, pas très bien. Et quand on part, eh bien, le visage a complètement changé. Un moment de bonheur et je dors mieux parce que ça, écouter ces messieurs jouer me donne beaucoup de joie et ma tête se vide. Et le soir, je retrouve mieux le sommeil. Si ça apporte aux personnes, ça nous apporte aussi, parce que la musique, ça libère. Quand on fait de la musique, on ne pense plus à rien d'autre. Et ça contribue à un monde meilleur. On ne change pas la face du monde, mais on l'améliore, petit à petit. Je crois que c'est la seule ville qui fait ça, des sorties en minibus comme ça. On va chercher les gens chez eux, et puis après le soir on les ramène chez eux. Voilà. Alors les dames et les messieurs, parce qu'on a quelques messieurs quand même. Et ils sont ravis, quoi. C'est des gens qui sont très très seuls, qui ne voient des fois personne de la semaine. Ça nous change la vie, on a des amis, on fait plein de connaissances, on voit des beaux lieux, des beaux sites, il y a des activités, c'est vrai, vraiment très intéressantes. J'ai envie de leur retransmettre de la vigueur, de l'énergie. J'ai envie de leur montrer qu'elles sont utiles et qu'il faut qu'elles soient là avec nous, qu'il ne faut pas qu'elles se laissent aller. Voilà. Ouais. Quand le petit bus vient nous chercher, c'est toujours la grande surprise. On ne sait pas qui y a à l'intérieur et c'est plein d'amis et donc on a tellement de plaisir à se retrouver et des activités vraiment, moi qui m'intéresse beaucoup. Ça devrait être remboursé par la Sécu, vous voyez, tellement ça nous fait du bien. Aux origines, il y avait des grottes, quelques cabanes, et puis des villages, des châteaux, des fermes, des villes. Puis vient la guerre, il faut reconstruire, et c'est le baby-boom! De 1946 à 1973, la France passe de 12 à 21 millions de logements. La loi Hoguet est l'une des premières lois qui va protéger les citoyens dans le domaine essentiel du logement. Dans ce contexte de protection des consommateurs, les pouvoirs publics créent le premier réseau national de proximité et indépendant, le réseau ANIL-ADIL. Voici le récit des ADIL. La saga du logement à travers les âges. La loi Barre, du nom du Premier ministre de l'époque, réforme le financement du logement et vient booster le réseau. C'est une révolution culturelle. Nous assistons au passage de l'aide à la pierre à l'aide à la personne, à l'apparition du Walkman, du disco et de la fameuse HP 41CV. Le réseau ANIL-ADIL va dès lors informer et conseiller des milliers de citoyens sur la complexité des lois sur l'habitat, aider les acteurs publics et privés du logement, devenir force de proposition et concourir à des avancées significatives dans le monde du logement. Les ADIL vont faire face à une avalanche de textes législatifs fondateurs. En 1982, la loi Quillot reconnaît pour la première fois le droit à l'habitat comme un droit fondamental. Et pour équilibrer les rapports locatifs, elle réglemente le bail d'habitation. La demande en conseil explose. Oui, allô? L'ANIL mène une étude importante sur le surendettement pour laquelle les ADIL vont même devenir lanceurs d'alerte.
Et la loi des Hertz vient réformer le droit des contrats, une révolution juridique qui assure une protection des citoyens contre le surendettement. En 1990, la loi Besson met en œuvre le droit au logement. Pour la première fois, les ADIL sont directement associés aux politiques locales de l'habitat et au déploiement des actions sur le terrain. Le réseau alimente des études locales, nationales et devient un observatoire des questions liées au logement. En 1997, l'ANIL, pionnière dans le secteur de l'habitat, lance son site internet. Le travail sur la prévention des expulsions se renforce. Les années 2000 voient la reconnaissance institutionnelle du réseau, entre autres avec la loi SRU qui le reconnaît officiellement comme force de proposition au niveau local et national. Adaptation à des grands textes réformateurs, enjeux énergétiques ou encore attention portée aux copropriétés dégradées. Les ADIL sont sur tous les fronts. Le réseau s'est étoffé et diversifié. Il regroupe désormais des juristes, chargés de mission, agents administratifs, chargés d'accueil et chargés d'études, conseillers techniques et parfois des travailleurs sociaux. En 2021, près d'1 million de conseils ont été dispensés sur toute la France, avec plus de 1200 lieux d'accueil du public. En 2022, 85 départements sont couverts par une ADIL. Informer, prévenir, alerter, son expérience positionne le réseau ANIL-ADIL comme un acteur majeur du secteur de l'habitat qui a su se réinventer et s'adapter au contexte historique depuis 1975. Ensemble, renforçons notre action face aux enjeux de demain. Et lorsqu'on croise quelqu'un, on le regarde dans les yeux et on lui fait un sourire. Pointe des pieds. Retraite, Loisirs et Solidarité est une belle association qui compte aujourd'hui 750 adhérents, dont 170 bénévoles. Notre association propose aux seniors de Clermont-Ferrand et extérieurs tout un programme d'activités artistiques, ludiques, physiques, culturelles. Et ces activités, pour la plupart, sont encadrées par nos bénévoles, ce qui nous permet de proposer à tous des tarifs attractifs. Une activité qui marche vraiment très très bien à RLS, c'est le ping-pong. « 18 ans que je fais du bénévolat à RLS, ça me donne énormément de plaisir avec le contact des personnes, de l'amitié que nous pouvons avoir et en échange. C'est une activité qui rajeunit. Puisque vous voyez la moyenne d'âge, ça fait du bien au cœur. Contre la maladie d'Alzheimer, ça c'est très bénéfique. Et puis alors on se défoule. Allez. Là. Bravo. On fait à peu près 1,5 km en 2 heures là. Mon épouse me dit continue, ça te maintient. Alors c'est convivial. On oublie les soucis de la maison, de tout. Allez, on se met par 4 si possible. J'étais resté des années sans rien faire. Quand j'étais jeune, j'ai fait pas mal de sport, j'ai fait du sport co, etc. J'ai fait du tennis, là j'apportais 37 ou 38 ans. Bon, je faisais dans les équipes, dans les corpos, tout ce qu'on voudra. Et puis après j'ai arrêté. Alors là, je me suis dit, ma vieille, il faut que tu te prennes par la peau des fesses et que tu fasses quelque chose. Et alors donc, je me suis inscrite au ping-pong cette année. Et là, je me régale. Et il y avait 15 jours de vacances, on m'a zut, hein. Ça met 2 heures de ping-pong. Et demain, je vais faire du... qu'est-ce que je fais demain? Du pilates. Après-demain, je fais de la gym douce. Il n'y a que mon week-end où je suis tranquille, voilà. Mais avec ça, je fais du bridge. Bah écoute, après, je suis détendue, tu vois, complètement détendue. Là, ça me fait du bien. Il y a des copains, tout ça, c'est fabuleux. Tant que je pourrai, tant que Dieu prêtera vie. Monsieur et Madame Soucy rencontrent l'agent d'accès au droit du Conseil départemental de l'accès au droit du Puy-de-Dôme lors d'une permanence d'information juridique gratuite à la Maison de justice et du droit.
Bonjour, nous avons un problème avec notre voisin sur la distance de plantation et la hauteur des haies entre nos deux propriétés. Nous lui avons envoyé plusieurs courriers recommandés pour lui demander de les couper, mais il est fermé à tout dialogue. Que pouvons-nous faire ? L'agent les informe sur leurs droits et les oriente vers un conciliateur de justice. Rapide et gratuite, la conciliation de justice est un mode de règlement amiable des litiges de la vie quotidienne. Auxiliaire de justice assermenté et bénévole, le conciliateur va inviter les voisins des époux soucis à participer à une conciliation. S'ils acceptent, il va les aider à dialoguer pour qu'ils trouvent eux-mêmes une solution. Pour exercer sa mission, il pourra se déplacer sur les lieux. Si le désaccord persiste, les époux soucis pourront saisir la justice. S'ils réussissent à trouver un compromis, un constat d'accord sera rédigé et pourra être homologué gratuitement par le juge pour qu'il ait la même valeur qu'un jugement. En cas de non-respect de cet accord, ils pourront saisir un commissaire de justice pour le faire appliquer. Quelques mois plus tard, M. Soucy recontacte le CDAD du Puy-de-Dôme. Je ne sais pas ce qu'il est possible de faire. En réalité, je ne sais même pas si ma situation est vraiment anormale. Ça fait quelque temps que c'est tendu avec mon épouse. Elle a un comportement blessant envers moi, surtout depuis que j'étais licencié sans en comprendre les raisons. Je ne sais vraiment plus où j'en suis. Il est orienté vers l'association Avec France Victime 63, auprès de laquelle il pourra aborder sans crainte sa relation avec Madame Soucy. L'association accueille gratuitement et de façon confidentielle toute personne qui s'estime victime d'infractions pénales, qu'elle ait ou non déposé plainte et qu'elle souhaite ou non faire valoir ses droits. Elle informe sur les droits et les procédures, propose une aide psychologique et un accompagnement social. Monsieur Soucy a rencontré leur psychologue qui lui a permis de se rendre compte qu'il était victime de violences psychologiques et financières de la part de son épouse. Leur juriste l'a informé sur ses droits et il pourra être suivi par l'association tant qu'il en aura besoin. Bonjour, j'ai besoin d'un renseignement. Mon nouveau directeur m'a licencié en évoquant un mauvais comportement, mais je ne comprends pas pourquoi. Je travaille dans cette entreprise depuis 15 ans et je n'ai jamais commis d'erreur ni reçu de reproche. Monsieur Soucy obtient un rendez-vous pour une permanence gratuite avec un avocat. L'avocat informe son client sur les lois et les règlements et choisit le meilleur moyen de prévenir une situation à venir ou de régler un problème existant. Il le conseille et le représente en justice. Sa mission de représentation lui permet de faire des actes au nom et pour le compte de son client. Lors de la permanence gratuite organisée par le CDAD du Puy-de-Dôme, l'avocat conseillera M. Soucy, mais ne réalisera pas d'acte. Il évaluera sa situation, ciblera son problème et l'action à mener si le licenciement n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse. Si M. Soucy souhaite intenter une action en justice, il devra engager un avocat à ses frais et pourra peut-être bénéficier de l'aide juridictionnelle. Je suis propriétaire d'un appartement mis en location. Mon locataire ne paie pas le loyer depuis des mois. Je lui ai envoyé plusieurs courriers dont une mise en demeure, sans succès. Je ne sais pas à qui m'adresser pour récupérer mon argent. Elle est orientée vers un commissaire de justice. Officier public et ministériel, anciennement dénommé huissier de justice, c'est un professionnel libéral du droit, notamment spécialisé dans le recouvrement amiable ou judiciaire des impayés. Il conseillera Madame Soucy et l'aidera à récupérer les sommes dues en essayant de discuter avec le locataire pour qu'il règle sa dette volontairement ou en mettant en place un échéancier de paiement. Si cette tentative échoue, le commissaire de justice pourra signifier au locataire un commandement de payer, lui ordonnant d'exécuter ses obligations. Si celui-ci ne paye pas sa dette, Madame Soucy pourra saisir le tribunal pour que le juge constate la résiliation du contrat de bail et prononce l'expulsion. Le commissaire de justice interviendra ensuite pour faire appliquer la décision de justice afin que le locataire quitte le logement. Bonjour, c'est encore Monsieur Soucy à l'appareil. Je vous ai appelé il y a bientôt 1 an. Depuis, la situation est réglée, mais je me retrouve face à un autre problème et je ne sais plus quoi faire. Ma femme et moi sommes en instance de divorce et je me demande ce que va devenir notre maison. Moi, je ne veux pas qu'elle lui revienne. Elle m'a déjà tout pris et on l'a payé avec mon argent, cette maison. Monsieur Soucy est orienté vers un notaire. Officier public et ministériel, c'est un professionnel habilité à conseiller et réaliser des actes authentiques. Il intervient notamment en matière de vente immobilière, de succession,
ou de liquidation du régime matrimonial. En partenariat avec le CDAD du Puy-de-Dôme, M. Soucy pourra obtenir un rendez-vous auprès de l'office notarial le plus proche de son domicile. Le notaire le renseignera sur ses droits et sur les possibilités qui s'offrent à lui pour le partage des biens et l'attribution de la maison. Les grands-parents Soucy contactent le CDAD 63 par mail en indiquant que depuis la séparation de ses parents, ils ne peuvent plus voir leur petite fille. Ils se demandent s'ils peuvent intenter une action en justice. Afin de privilégier un règlement amiable, ils sont orientés vers le défenseur des droits. Le défenseur des droits est représenté par ses délégués sur l'ensemble du territoire français. Ils accueillent, écoutent et orientent gratuitement et de façon confidentielle toute personne physique ou morale qui souhaite faire valoir ses droits. Ils interviennent pour la défense des droits des usagers des services publics, la promotion et la défense des droits des enfants, la lutte contre les discriminations, la protection des lanceurs d'alerte et le respect de la déontologie des professionnels de la sécurité. Ils peuvent enquêter, proposer un règlement amiable, formuler des recommandations, présenter des observations devant les juges et demander des poursuites disciplinaires. Les grands-parents Soucy, leur petite fille et ses parents ont rencontré un délégué qui a rétabli le dialogue en trouvant un accord. En cas de non-respect, les grands-parents auront la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales qui pourra entendre le délégué. Parce que chaque problème a une solution, ne laissez pas vos questions sans réponse. On est des pros. Là, on fait les carottes à l'ancienne. Ah, c'est-à-dire? Et ben, on fait tout. On les épluche, on les lave, on les coupe. Combien de temps il faut pour faire carottes comme ça? Moi, j'aime beaucoup travailler comme ça. C'est sympathique. Vous voyez, on est toutes ensemble là. On est bien. Le menu d'aujourd'hui, c'est une quiche au poireau. Ensuite, on fait un goulash de bœuf à la hongroise avec des carottes et les poireaux verts. Et là, je suis sûre qu'ils seront contents. Ça me rappelle quand j'étais avec ma maman, on cuisinait toutes les deux. Je leur fais surtout des plats qu'ils avaient l'habitude de faire chez eux. Ils aiment les plats en sauce, ils aiment les... qu'on ne peut pas leur faire ici. Il y a trop de régimes, trop... Et ça leur fait plaisir. Ils se retrouvent comme un peu chez eux. C'est agréable, on voit qu'on leur fait plaisir, on voit qu'ils sont contents de nous voir et nous aussi. Voilà, il y a un échange. Les personnes âgées se sentent isolées. Elles aiment avoir de la présence. Autre que leur famille, autre personnel des établissements, on amène encore autre chose. Avec les résidents, ils sont assez proches d'eux parce qu'ils sont presque pas tous de la même génération, mais en général, ils ont ce lien en plus du lien que j'ai avec eux. On peut discuter, on leur amène des choses. Elles aiment quand on leur parle du passé, de ce qu'elles ont fait, de ce qu'elles ont vécu. Il faut apporter quelque chose aux autres, c'est important. Même après, si on fait également des choses pour soi, pour le plaisir, mais je trouve que c'est un enrichissement quelque part. Tant qu'on bouge et qu'on ne reste pas assis dans un fauteuil, je pense qu'on vieillit moins. C'est ça le problème. Les gens ils vieillissent parce qu'ils s'assoient devant leur télévision et ils ne sortent pas de là. Il faut voir du monde, il faut bouger, aller vers les autres. J'ai 2 ateliers ici aux Sources et 2 ateliers à Janzé. J'en fais 4 par mois, un par semaine, quoi. De 8h30 à 2h30. Ah, il faut être en forme. Des fois, on aimerait une personne de plus pour nous aider. Et si on trouvait quelqu'un, ça... Donc, par la même occasion, on lance un appel. Et si quelqu'un s'intéresse, c'est pas la peine d'être des professionnels de cuisine, mais simplement aimer cuisiner, ça suffit. Je languis d'aller manger. J'ai faim.
Voilà. Puis j'en ai d'autres, mais je les vois pas. Ça fait des années, je sais pas où ils sont. Le rôle des auxiliaires de vie à domicile, c'est surtout de l'accompagnement et du maintien à la maison. Les auxiliaires de vie ont un rôle prépondérant dans la prévention, dans le dépistage, la prévention de la fragilité. C'est l'aide à la toilette, refaire son lit, aérer sa chambre, nettoyer sa chaise garde-robe, vérifier les traitements. On fait aussi les promenades des personnes âgées. C'est un réel besoin et elles ont du mal souvent à sortir seules, elles ont peur de tomber, elles ont peur de... Donc on les accompagne à la promenade. Si je suis accompagnée, je peux sortir. S'il y a quelqu'un qui me donne le bras, je peux marcher, je peux sortir. Ça nous permet d'avoir l'esprit plus libre parce qu'on sait que 3 fois par jour il y a quelqu'un qui vient, on sait que s'il y a un problème on sera appelé tout de suite. Ça leur permet aussi aux aidants d'avoir une personne de confiance au domicile, pouvoir prendre du temps pour eux. Elles se sentent utiles, elles ont des relations fortes avec les personnes. C'est un travail qui est vraiment très gratifiant. On a une bonne équipe dans l'ensemble. Ah oui. Quand on a des rapports humains, quand on parle avec les gens, c'est tout de suite extrêmement enrichissant. On a quand même une reconnaissance des gens chez qui on va qui est extraordinaire. Je voulais parler quand même d'une contrainte quand même qui est forte dans ce métier, on ne peut pas l'occulter, ce sont les déplacements, puisqu'on intervient au domicile des personnes. Et effectivement, ça demande des déplacements dans la journée puisqu'on va chez plusieurs personnes. Et malheureusement, c'est incompressible. Je pense que les gens ne connaissent pas réellement ce qu'on sait faire. On a des formations, on a des qualifications qui font que non, on sait faire des choses très techniques. Et on est vraiment des vrais professionnels de la personne âgée. À la demande du conseil départemental, l'ERMA a été créé en 2018. Il est financé par le conseil départemental et la CNSA. Et le CLIC Gérontonomie, de Clermont Métropole, en a la responsabilité. L'ERMA est un dispositif qui va toucher les aides à domicile, les responsables de structure et les demandeurs d'emploi. Et pour cela, on les accompagne dans la qualification au niveau de leurs interventions à domicile. Voilà, on fait des réunions thématiques sur des éléments prépondérants qui ont lieu au domicile. On va les aider à se former, à qualifier ces professionnels le plus possible avec de la formation. On travaille avec un organisme de formation qui est l'ITSRA. Toute personne peut accéder à la formation d'accompagnant éducatif et social. Elle permet d'acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour accompagner un public fragilisé au quotidien. ITSRA, on est très bien reçu, on a beaucoup d'accompagnement dans tout ce qu'on fait d'ailleurs. Pour les stages, pour les rédiger aussi. Pour être une bonne auxiliaire de vie, la qualité, la première, c'est la qualité humaine. Il faut aimer les gens. Être souriant. Faire preuve d'empathie. Il faut être capable d'un peu de psychologie. C'est un métier que fait avec le cœur. Ça, c'est important. Parce que ça, c'est pas donné à tout le monde. Pour rien au monde, je retournerai en EHPAD. Abro cielo.